finalement, moi, tu vois, ma Lamborghini, c'était mon meilleur budget pub de ma carrière, entre guillemets, jusqu'ici. Ma prof de 3e m'avait dit que j'étais un bon à rien, tu vois. J'ai redoublé ma 3e. Je gagnais 1200 pounds par mois, il y avait les 3 quarts qui partaient dans le loyer. Les gens deviennent un peu fous quand tu commences à gagner de l'argent. On va essayer de te déstabiliser parce que les gens ont horreur de voir le succès d'un autre. En 2017-2018, j'avais quasiment un photographe et un caméraman qui habitaient chez moi. Quand tu fais du contenu, c'est pour créer de la valeur et pas pour montrer toi à quel point t'es beau ou belle. On s'en fout. C'est qu'est-ce que moi je peux en tirer, tu vois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Cédric, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière dans l'immobilier en 2008 et de fil en aiguille, il s'est mis à partager tous ses concepts sur Internet avec notamment sa chaîne YouTube, son compte Instagram et son site Internet. Aujourd'hui, Cédric Anissette, c'est juste le numéro 1 de l'indépendance financière et de l'immobilier. À l'occasion de cette nouvelle édition, Cédric va vous partager les coulisses de son business à succès. Il va vous expliquer comment il réalise des vidéos impactantes, comment est-ce qu'il fait pour gérer son équipe et tous ses tournages. Il va vous parler de ses futurs projets et également de quelques échecs qu'il a pu avoir. Comme d'habitude, vous aurez un résumé écrit détaillé sur notre site internet de cette interview. Cédric Anissette, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Moi, en fait, j'ai toujours aimé travailler. Même au début, même quand j'étais magasinier l'été chez Renault, je bossais 1 mois, 2 mois, je gagnais 1500 €. Ça devait être en 2000, 2001, 2002. Moi, je suis de 82, donc j'avais 18 ans, en 2000, je pouvais travailler. Donc ouais, voilà. Après, je suis parti à Londres, j'ai kiffé. C'était une des meilleures périodes de ma vie, alors que j'étais dans la rat race. Je gagnais 1200 pounds par mois, il y avait les 3 quarts qui partaient dans le loyer, j'étais en colocation. Mais j'ai kiffé, t'es là, t'es jeune, t'as pas d'enfant, t'as pas de responsabilité. Donc t'es dans une rat race, mais entre guillemets, tu kiffes, t'es jeune, t'es là, tu vas en soirée, tu fais ton taf, j'ai toujours kiffé travailler et apprendre. D'accord, tant que tu travailles, mais que t'apprends des choses, c'est cool. Et après, je suis rentré en France, j'ai bossé à la Société Générale, je me suis bien amusé, salle des marchés. Après, j'ai été chez BNP et c'est là où j'ai fait que 6 mois. BNP Opéra rue d'Antin, c'est le siège BNP France. On pouvait partir à Singapour, à Hong Kong, à New York, bosser en salle des marchés, ça fait rêver. Tu peux gagner 100 000, 200 000 € par an, tu vois. Mais moi, malgré ça, je me suis dit, ah ouais, mais les gars, ça me fait plus trop bander, quoi. Il devait être 19-20 heures et tout, là, je suis sous le néon, je suis le dernier dans la salle. Parce que tu as toujours un marché qui est ouvert quelque part, marché financier. Donc il y a toujours, j'étais au support salle des marchés pour les traders. Et je devais rester, j'étais le seul et j'attendais que le téléphone sonne. Tu vois, moi j'étais dans une salle comme ça et les traders étaient là à 50 mètres, à différents étages. Tu vois, il fallait aller les voir quand ils avaient un problème. Que ce soit applicatif ou même hardware, tu vois, mais beaucoup applicatifs avec leurs applications. Donc il faut être là en fait, très tôt, très tard. Et des fois c'est toi le dernier qui doit être là, il est 20h. Voilà, ou 21h, et t'es là, il n'y a pas d'appel, t'es là parce qu'il faut être là, mais tu sers à rien en fait. Je suis là, j'ai de la force, j'ai envie de faire plein de trucs, je suis coincé là, ok, je gagne bien ma vie, je devais être à 3500 net par mois, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce concept en fait. Je me dis, c'est quoi ce truc d'être là, t'as pas vraiment envie d'être là, même si vraiment tu aimes ton travail, mais à un moment, il se passe un truc qui fait que tu l'aimes plus trop. Ça peut être soit ton chef qui change, ton service qui change, tes envies qui changent, qui fait que tu n'as plus forcément cet attrait dans le travail que tu avais à l'époque. Et donc du coup, tu dois finalement revenir le lendemain pour pouvoir payer ton loyer, tes factures, machin. Et ce qui est un peu ironique, c'est tu vois, t'en as qui vont avoir une voiture pour aller au travail, mais il faut qu'ils gardent leur job pour pouvoir payer les factures de la voiture, mais ils ont la voiture pour aller au job. Donc à la limite, ils pourraient enlever les deux et voilà, et ce serait bien. Donc c'est ça la rat race. Donc c'est comme ça que j'ai pris conscience de la rat race, c'était sous ce néon jaune là. Jaunâtre, toi les néons, je déteste les néons. Donc voilà comment j'ai découvert la rat race. Tu t'es dit quoi comme plan d'action pour t'en sortir? En gros, c'était d'apprendre. Et le problème, c'est qu'à l'époque, donc moi c'était en 2008, il n'y avait pas autant de sites, de blogs, de comptes Instagram, de chaînes YouTube comme la vôtre ou de livres. Il n'y avait rien. À l'époque, tu avais le livre de Comment devenir rentier en 4 ans, un truc comme ça. Comment je suis devenu rentier en 4 ans. Et les francs, je vous recommande. Et il y avait le livre d'Olivier Séban aussi. Tout le monde mérite d'être riche. C'était les 2 seuls livres en français qu'il y avait, quoi. Donc c'était vraiment la préhistoire. Donc j'ai commencé par lire ça. Et après, tu sais quoi? Comme j'ai appris l'anglais, ça m'a permis d'avoir accès à plein de trucs. Le nombre de personnes à qui tu peux parler, où tu peux aller dans le monde, ce que tu peux apprendre. Et voilà, là, c'est un game changer. Et c'est comme si que moi, je me vois trop en 2008, comme si j'avais 10 ans d'avance sur les Français. Quand j'allais aux États-Unis ou autre, j'étais là-bas, je parlais et tout. Waouh, il y avait des trucs. Je revenais ici, c'était. T'as 10 ans d'avance. Donc t'imagines l'avance que t'as? Tu avais un avantage, on va dire, compétitif par rapport à beaucoup de gens, qui est que tu parlais anglais. Donc c'est ça qui t'a permis en fait de te former en parallèle de ton boulot. Ouais, en parallèle. Moi, ce que je recommande toujours, c'est de faire ça en parallèle de l'activité que tu as déjà. Parce que tu n'es pas censé, en plus, il y a de fortes chances que tu ne haïsses pas ton job ou autre. Il y a encore autre. Tu vois. Mais de faire un truc en parallèle et de ne pas avoir une seule source de revenus. Tu vois. Et parce que ton job il disparaît, si tu n'as qu'une seule source de revenus, ta vie a disparu aussi, entre guillemets. Alors justement, du coup, parlons un peu d'activité. Pourquoi, en 2008, tu t'es dit, moi, c'est l'immobilier que je veux faire?
L'immobilier, c'était partout, c'était la base, c'était le truc avec le plus de millionnaires. Tu as un appartement ou un logement ou autre que tu loues et quelqu'un te paye tous les mois un loyer. Et voilà, l'immobilier, c'est l'actif principal que j'ai trouvé à l'époque pour faire ça. D'où le fait que tu t'engouffres dans l'immobilier, c'est un truc de fou. Le premier loyer que j'ai reçu, je me suis dit, c'est quoi ça? Tu arrives peut-être du coup effectivement à avoir un peu d'argent dans la banque. Et puis derrière, bam, on commence sur un parking. Mais ouais, même pas, celui-là, je l'ai acheté, je me suis arrangé avec mes parents, ils m'ont prêté de l'argent, 5 700 €, je crois, le parking. D'accord. Et en fait, j'ai acheté ce parking-là parce que j'avais fait une connerie, j'avais acheté une BM série 1 crédit et je payais 470 € par mois. Et donc, du coup, je me suis dit, oh, je suis trop bête et tout, il faut que j'achète un actif. C'était mon premier, du coup, j'ai acheté un parking. Même si finalement, j'ai jamais garé ma voiture sur ce parking, j'ai loué le parking. Voilà, et après, du coup, je voulais continuer à investir, mais la banque ne voulait pas parce que j'avais ce crédit de 470 € pour une voiture. Et donc j'ai vendu cette voiture-là, soldé le crédit. Et donc du coup, tu fais effet de levier avec la banque, ils te prêtent l'argent et tu revends et là tu as créé de l'argent en fait. Sans toi transpirer ou tu vois. Mon papa, j'ai toujours vu travailler dur. Il se levait le matin à 4 h, il portait des tapis durs, il bossait chez Elis, qui est un gros pressing industriel. Pour toi, il y a cette espèce de faut travailler pour avoir l'argent. Et ce que j'ai du mal à expliquer aujourd'hui à mon fils, surtout le plus grand qui a 7 ans, le plus petit à 4 ans, parce que pour lui, il n'a aucune notion de l'argent. Ah bah oui, l'argent, non, faut pas travailler pour avoir de l'argent. Alors que moi, j'ai vu mon père travailler pour avoir de l'argent. Et là, mon fils, il voit qu'on ne travaille pas, mais on a beaucoup d'argent. Je suis pas sûr que ce soit mieux. À partir de quand, à peu près, tu as commencé à vraiment t'orienter plus sur de la création de contenu que sur de l'investissement immobilier à part entière? En fait, je l'ai fait en parallèle les deux, tu vois, parce que j'ai fait mon premier blog en 2006. Et j'ai vendu mon premier truc sur internet perso fin 2008 quand j'ai fait un e-book sur les parkings. J'ai fait ma première vidéo, c'était en 2010. C'était en Thaïlande sur la plage, c'était horrible. Indice UV 132 sur 10, et du vent, j'avais pas de micro, horrible la vidéo. Et voilà, mais j'ai fait cette vidéo-là. Elle t'est venue d'où justement cette idée de vouloir tout partager? J'ai jamais compris le tabou de l'argent, tu vois. En France et tout, je trouve que c'est bizarre. Et donc du coup, pour moi, il fallait casser ce truc-là. Et je me dis, mais il y aura des gens comme moi en France qui disent que l'argent, bon, c'est pas si mal que ça, il n'y a rien mal, il n'y a rien bien, c'est pas un truc de ouf. Pourquoi on ne pourrait pas en parler? Donc moi, je me suis dit, je vais créer un blog et je parle de l'argent ouvertement. Et il s'avère qu'il y a plein de gens qui pensaient comme moi, qui voulaient parler d'argent. Mais ça, je pense que ça partira pas, la mentalité française sur l'argent. Et même les jeunes, aujourd'hui, ils ont répliqué ça des parents, ils ont déjà épongé le truc, ils sont là pour prendre la relève. Tu vois, donc ça bougera pas en France. À partir de quand ça a vraiment commencé à bien fonctionner? Ouais, alors tu vois, il y a 6 différents paliers. 2011, je me suis mis à mon compte. J'avais 2 Airbnb, j'avais mon parking, j'avais mes premiers blogs qui rapportaient des sous, donc j'étais déjà indépendant. Quitté mon taf. Et là, en fait, il y a eu un autre palier. C'est-à-dire que je récupérais 42-45 heures dans la semaine de travail, plus 5 heures de transport, on va dire. J'ai récupéré 50 heures. Donc déjà, j'avais quitté la retraite, mais en plus, j'ai récupéré 50 heures de temps que je pouvais après mettre dans mon business. Donc ça a encore été un palier. Un an après, j'ai pris ma première salariée qui a fait le support client à ma place et c'est encore un palier. Donc c'est vraiment par palier, c'est vraiment exponentiel. Quand on dit c'est exponentiel, c'est vrai. Et au début, tu peux dire mais ça, il se passe rien. Mais en fait, c'est comme un bambou qui fait plein de racines en dessous. Tu dis mais il est nul ce bambou, il pousse pas. Et en fait, au bout de 2 ans, t'as pas compris, ça part de partout. Il monte et en plus ça ressort de partout. Parce qu'en fait, dans le sous-sol, il t'a fait un réseau de racines que tu voyais pas. Et après, c'est parti. Après, tu peux plus l'enlever. Donc si tu veux, en 2006, j'étais vraiment en mode amateur. J'avais pris un nom de domaine cédric-anisette.info parce que j'avais pas d'argent. Et OVH, il faisait un nom de domaine gratuit avec l'hébergement. Après, j'ai pris en 2008 businessattitude.fr. Et là, j'ai commencé à parler que d'argent. Alors qu'en 2006, je parlais un petit peu de tout. Tu vois, j'étais en école d'ingé, je parlais de tout. Et voilà, 2008 spécifique. Après 2011, je le mets full time. Et après, c'est à partir de là où c'est exponentiel. En fait. On a vu la création de la chaîne de Monsieur Cédric 2017 pour parler plus du lifestyle. Alors tu le faisais peut-être déjà avant, mais tu as voulu le séparer? Encore une fois, donc déjà les voitures, c'est une passion. Et je vois que mon plus petit qui a 4 ans aussi, les voitures, il avait faire une configuration, il veut une Lamborghini rouge, extérieur, intérieur vert. Je fais bon, ok, pourquoi pas, mais ta config, bon, elle pique les yeux, mais il veut ça, bref. Il a déjà des gouttes de bayotte, le gamin. Bon, ok, bon. Ah, ce sera unique, hein, bref. Et donc, les voitures, j'aime les voitures. Mais après, je suis aussi un marketeur et tout, et je voyais bien sur les vidéos de voitures anglophones, tout le temps ce qui revenait en commentaire, tu fais quoi dans la vie pour que tu puisses te permettre d'avoir cette voiture? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ils sont curieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions comme ça sur les vidéos de GMK par exemple, mais c'est quoi ton métier? Forcément. Quand tu vois une voiture comme ça arriver, tout de suite inconsciemment, les gens se disent « mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie ?» Donc je savais qu'en créant une chaîne sur les voitures qui est une passion, donc déjà on ferait des vidéos, moi je pourrais voir mes voitures sur la route et tout, c'est cool, on ferait des plans de drone et tout, c'est cool déjà. On pourrait faire de nouvelles rencontres, des nouveaux potes, c'est cool aussi, quand même les voitures comme moi. Et je sais très bien que les gens en commentaire ils vont dire « tu fais quoi dans la vie pour pouvoir te permettre d'acheter cette voiture ?»
Et après, tu les rediriges sur les autres sites, genre business attitude et compagnie. Donc pour moi, c'était une manière de faire de l'acquisition de trafic transversal sans payer pour de la pub. Finalement, moi, tu vois, ma Lamborghini, je crois que c'était mon meilleur budget pub de ma carrière, entre guillemets, jusqu'ici. Et quand j'arrivais quelque part, au restaurant ou dans un hôtel ou une station d'essence, les gens, ça intrigue, ils viennent te parler. Et ils demandent, mais est-ce que c'est à vous le restaurant? Est-ce que vous êtes rappeur, non? Je vous ai pas vu à la télé. Ah non, c'était pas moi. C'est des fous, les gens. C'est clair, non mais c'est des fous. Les gens, il y a un truc dans l'imaginaire, ils se demandent, mais comment tu fais, quoi? Tu vois, et donc du coup, c'est une manière de faire de l'acquisition transversale de prospects, des gens qui sont quand même au final intéressés par quitter la rat race ou pouvoir gagner plus d'argent et pour pouvoir eux aussi rouler avec des voitures comme ça. Mais on leur dit, bon c'est pas pour vous, faut arrêter. Quand tu regardes Turbo sur la 6, à la fin, à chaque fois, Dominique Chapat il dit demain c'est lundi, voilà, en plus la voiture elle coûte 160 000 €, donc voilà, puis il y a le malus, donc c'est pas pour vous, allez, on arrête les conneries, demain c'est lundi. C'est un truc de fou quoi, cette mentalité française. Mais moi, au contraire, je suis en mode plutôt, bah voilà, regarde, moi je viens de banlieue, je me la suis payée. Autre chaîne, entrepreneur, si tu veux devenir entrepreneur, tu donnes les moyens, tu apprends les trucs, tu pourras te la payer aussi ce que tu veux. Pas demain ou pas dans 24 heures, mais à force de travail, tu vas pouvoir te la payer. Comment tu fais pour organiser en fait ta vie autour de cette création de contenu, notamment de vidéos YouTube? Ouais, j'ai tout essayé. Hein. En 2017-2018, j'avais quasiment un photographe et un caméraman qui habitaient chez moi. C'était carrément, mais du coup c'était production professionnelle et tout, mais à un moment, avec t'as quand même ta vie de famille, tu vois, à un moment. Et après, à un moment, ça se ressent du coup quand t'as pas vraiment envie de faire la vidéo, tu vois. Donc là, je suis plutôt avec lui, tu vois, l'iPhone, avec un micro, c'est possible, tu vois. Mais quand t'as envie et quand t'as l'inspiration, et comme ça c'est tout le temps avec toi, quand même aux toilettes. Donc bon, j'ai jamais filmé aux toilettes, mais en tout cas, ce truc-là te suit quand même pas mal. Et voilà, après, donc du coup, j'essaye de faire un vlog par semaine. Il y a toujours un moment de la semaine, même plusieurs, où tu es inspiré et c'est là où tu shootes. Voilà, tu fais ce que tu as à dire toi, par rapport à l'inspiration. Mais là, maintenant, le nouveau format, c'est les reels et les shorts, les vidéos courtes que j'ai testé depuis 6 semaines. 6 semaines, c'est un truc de fou. Sur chaque plateforme, Facebook, TikTok, que je prenais pas au sérieux, YouTube, où ça fait 2 ans peut-être que je stagne. Et là, depuis que j'ai mis des shorts depuis quelques semaines, ça a explosé. On a fait plus d'1 million de vues en organique en 2 semaines, je crois. Et on a repris des abonnés enfin sur YouTube. On a pris 2000 abonnés en 15 jours, je crois, alors que ça faisait peut-être 2 ans qu'on stagnait. Et avec les formats short. Voilà. Et pareil sur Instagram, le format Reel qui cartonne. Donc c'est un nouveau format, tu vois. Tu venais en 2010-2011, tu faisais des vidéos de 30 minutes. Ça marchait parce qu'il y en avait peu. Aujourd'hui, c'est saturé. Alors que tu fais un short, aujourd'hui, personne n'en fait, en tout cas sur ma thématique d'immobilier. Et donc, du coup, il y a un vrai déficit entre la demande des gens qui veulent ça et l'offre, ceux qui font le contenu. Et donc, voilà, là, dans 1 an, 2 ans à venir, c'est TikTok. Et toi, j'ai fait une vidéo sur TikTok. J'habitais devant le Burj Khalifa. On mettra la caméra. Il y a un vrai problème à vivre dans le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, plus de 800 mètres. Il y a un vrai problème, vraiment. C'est un vrai souci quand on habite dedans. Quand on habite dans le Burj Khalifa, la grosse galère, c'est qu'on ne le voit pas. Ouais, c'est tout, tu vois. Et franchement, là-bas, je me dis, j'ai la flemme et tout de prendre le micro, mais voilà, je l'ai fait. Et du coup, 1 200 000 vues, 63 000 likes. Du coup, les gens, ce qu'ils n'ont pas compris, en fait, c'est que là, tout ce que je fais, c'est que je fais de l'acquisition transversale de trafic. C'est-à-dire qu'il y a un Français sur 60 qui a vu la vidéo gratuitement en 2-3 jours. C'est énorme. J'ai gagné énormément d'abonnés avec cette vidéo-là. Il y a des gens là-dedans qui vont acheter, qui vont venir à mes séminaires ou qui vont acheter des programmes. Et parce que, il y en a, ils vont découvrir cette vidéo-là et finalement, ils vont aller voir derrière ce qu'il y a. Bah oui, mais comment tu fais pour habiter devant le Burj Khalifa? Tu vois, mais comment tu fais en fait? Ça coûte combien? Et après, ils vont creuser. Les gens sont curieux, nature humaine, tu vois, et donc ils vont aller chercher. Et voilà, après, quand tu regardes dans les commentaires, moi, c'est un peu drôle, tu vois, parce que les gens. Oh là là, par contre, t'es trop lent à le dire, mais c'est pour ça que TikTok a montré la vidéo. Parce que justement, il y a cette espèce de suspense et que tu demandes aux gens Et voilà, mais les gens ils ne savent pas ça. Donc, mais merci d'avoir commenté parce que du coup, tu aides mon algorithme à travailler encore mieux parce que tu as laissé un commentaire. Mais voilà l'opportunité qu'il y a avec les shorts en ce moment, quoi. C'est la folie. Je te dis, c'est YouTube en 2012. Qu'est-ce que tu penses qu'il y aura derrière? J'en ai aucune idée. Toi, tu ferais comment le jour où ce nouveau format il va arriver? Et ben c'est là où il faut laisser ton ego de côté. Et tu vois, je dis ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que tu vois, la TikTok, moi, ça fait 1 an que je regarde TikTok en mode, vas-y, tu vois. Mais à un moment, tu constates les chiffres et voilà. Donc c'est juste qu'on ne peut pas savoir en fait c'est quoi le prochain truc. Simplement, le contenu il est toujours là. C'est juste le format qui change. Tu regardes, moi j'ai commencé en 2006, la mode c'est le blog. Tu écris des articles, ils sont classés par ordre, le plus récent en haut et le plus vieux en bas. Tu as une sidebar à côté avec le mois où il y a eu des publications, les commentaires récents. Tu vois, et TikTok c'est pareil, à la base TikTok c'était des ados qui dansaient.
Mais tu peux aussi prendre TikTok pour parler d'immobilier, par exemple. C'est exactement comme le blog à l'époque. Et tu vois, c'est le format qui change, mais le fond du contenu, il est là. Et les gens, ils ont besoin d'avoir du contenu de qualité. Et ce qu'il faut aussi, c'est pas forcément de foncer dedans quand ça vient de sortir, d'attendre de voir que c'est lancé, qu'il y a une inertie et que ça ira nulle part en bas, mais plutôt en haut. Là, il faut y aller. Parce que la TikTok, il y en a plein qui dénigrent, mais au final, ils vont y aller dans 2 ans. Parce que tout le monde sera dessus. Ils vont y aller, mais ce sera trop tard. Ce sera beaucoup plus dur de se faire une audience à ce moment-là. Tu vois. Justement, comment on peut faire pour toujours proposer du contenu qui est au top? Déjà, il faut que tu polarises ton message. En fait, il faut que tu dises ce que tu penses. Si tu penses que les voitures électriques, c'est de la merde, eh ben tu le dis. Si tu penses que c'est trop bien et que les voitures thermiques, diesel, c'est de la merde, eh ben tu le dis. Même si tu vas te prendre des claques et tu vas te prendre des haters et tout, tu regardes Marine Le Pen, tu regardes Mélenchon, c'est des gens qui polarisent. Il y en a plein qui les détestent, mais tu en as plein qui les adorent. Tu polarises et du coup, tu te prends beaucoup de haters. Mais aussi beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je pense comme ça aussi ». Et du coup, après, les gens, tu crées comme un bond, un lien avec eux et ils commencent à baisser leur garde et ils sont prêts à écouter davantage que tu as à leur dire. Tu vois. Et à créer encore plus de valeur pour eux. Donc déjà, il faut polariser. Après, ça va être d'essayer de ne pas être un clone, quoi. Les gens, ils veulent... moi, je sais que j'ai fait beaucoup de clones. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire comme moi et tout. Mais limite, ils s'habillaient comme moi, c'est ridicule. Sois toi-même. Et après, il y a un truc aussi, donc, par rapport au contenu, c'est Tai Lopez qui a raconté ça, c'est d'être vrine, donc V, créer de la valeur. Tu vois, quand tu fais du contenu, c'est pour créer de la valeur et pas pour montrer toi à quel point tu es beau ou belle ou fort, on s'en fout. Les gens, c'est what's in it for me. Quand ils regardent ton contenu, c'est qu'est-ce que moi je peux en tirer, tu vois. Qu'est-ce que moi ça va m'apporter, tu vois. Et tu remplaces tous les je, moi par vous, eux, tu vois, dans ton script ou autre. Ensuite, le R de Vrine, donc V, c'est valeur. R, il faut que ce soit rare, ce que tu proposes, ou en tout cas la forme dont tu le proposes, faut que ce soit un peu novateur ou différent dans l'approche ou autre, tu vois. Ensuite, tu as le I dans Vrine, V-R-I, I pour inimitable. Et le N, c'est non remplaçable ou voilà, qu'on ne peut pas substituer facilement. Mais plus tu auras un Vrine élevé dans chaque critère, plus tu vas pouvoir cartonner. Et si tu regardes la famille Kardashian, eh ben, ils ont un Vrine élevé en fait. Dans tout ce qu'ils font, on ne peut pas les remplacer par notre famille qui fait pareil, qui est autant active sur les réseaux. Et à imiter, c'est chaud parce que même physiquement, ils ont de la chirurgie de partout. Ils ont des châteaux, ils ont carrément un quartier où c'est que leur château. C'est dur, hein, on ne peut pas les hésiter. Donc du coup, ça fait que si tu veux aller voir un autre truc pour t'amuser en mode mondain ou autre, bah il n'y en a pas en fait. Mais ils sont très malins. La nièce de Kim Kardashian, Kylie Jenner je crois, c'était la première milliardaire mineure. Elle est devenue milliardaire en étant mineure. C'était pas l'argent de sa famille ou autre, hein. C'est-à-dire qu'elle a cette notoriété parce qu'elle est dans la famille, mais elle faisait du contenu, elle avait des millions d'abonnés et elle a créé sa marque de maquillage qui génère énormément d'argent, donc elle est devenue milliardaire par son contenu et par ce qu'elle fait. Très maligne, et c'est quand même la seule qui a réussi à faire planter Google Analytics. Les ingénieurs Google, ils n'ont pas compris comment c'est possible qu'une gamine de 15 ans elle ait fait sauter les serveurs de Google, parce qu'elle a envoyé trop de trafic. Au niveau du coup, en fait, donc tu crées du contenu et toi, à la fin, ton business model, c'est j'ai une audience, tu vends des formations. Est-ce que tu peux nous dire, avant de créer une formation, est-ce que d'abord tu crées la formation et ensuite tu la vends, ou plutôt l'inverse, d'abord tu fais une sorte d'étude de marché? De manière générale, c'est mieux d'identifier le besoin et de créer ton produit après, pour aider les gens, tu vois, et pas de créer un produit et après d'essayer de trouver des clients, de voir ce que les gens ont besoin en fait. Donc c'est vraiment un autre délire que de créer un produit comme ça, un produit que tu as mis des années peut-être à concevoir, ça se trouve personne n'en veut, et après tu vas essayer de le vendre, tu vas être le gars relou, tu vois, qui à Noël va essayer de le vendre à son cousin, quoi. Avec mon bras droit, des fois on se prenait la tête parce que moi du coup des fois ce que je faisais c'est que je vois un besoin, je vends le produit que j'ai pas créé encore, mais je l'ai vendu, et bien vendu. Et du coup lui après il devient fou parce qu'on n'a rien créé en fait. Mais on sait qu'on a identifié le besoin, donc la valeur, on va la délivrer. Sur 1 mois, 6 mois, 1 an, voilà. Et comme ça, en plus, si jamais ton offre, elle ne marche pas, au moins tu ne l'as même pas créé. Tu n'as pas perdu des années ou des mois à créer le truc et à dire, mince, j'ai fait 0 vente. Et ça m'arrive aussi de vendre des produits que quelqu'un d'autre fait, pour moi. Mais pas pour les autres, c'est pas de l'affiliation, c'est ils ont fait le produit pour moi, et je le vends et je donne une commission. Et on aimerait savoir, avec Alexandre, si tu as déjà connu des échecs dans ta carrière entrepreneuriale, on va dire, et qu'est-ce que tu as tiré en fait comme leçon de ces échecs? Ouais, en fait, carrière entrepreneuriale, ouais, tous les jours. Hein. Tout au long de ta vie, tu as des espèces d'échecs qui vont après peuvent te forger en tant qu'entrepreneur, tu vois. Donc moi, par exemple, ma prof de 3e m'avait dit que j'étais un bon à rien, tu vois. Donc au début, c'était un échec. J'ai redoublé ma 3e. Et après, du coup, je me rappelle un jour, ma mère, elle avait acheté avec mon père un livre des métiers. Parce qu'en France, on va te mettre dans des cases. Il faut que tu aies un métier, tu vois. Pas un truc entrepreneur, quoi, tu vois. Et donc, il y avait tous les métiers dedans. Et il y avait le métier, c'était ingénieur.
Et du coup, comme la maîtresse avait dit j'étais un moyen, elle dit vraiment ingénieur, c'est pas pour Cédric, on va pas aller dans ce chapitre. Alors qu'au final, je suis devenu ingénieur, tu vois. L'école, c'est bien, tu apprends à écrire, tu apprends à lire, mais ils n'ont pas toute la vérité absolue sur toi ou ton enfant ou autre, tu vois. Après, des échecs dans la vie entrepreneuriale par la suite, ouais, bah oui, il y en a eu plein, hein. Tu sais, des trahisons, tu dois licencier des gens. Mais tu apprends. Tu apprends parce que quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu commences à attirer beaucoup de gens, tout le monde est ton ami. Même ton comptable, il va commencer à te vouloir faire des montages en plus qui vont lui apporter de l'argent à lui, tu vois. Et voilà, tu vois. Donc les gens deviennent un peu fous quand tu commences à gagner de l'argent. Et après, il y aura des trahisons, on va mettre des fausses rumeurs sur toi, on va essayer de te déstabiliser parce que les gens ont horreur de voir le succès d'un autre. Et c'est un peu comme les crabes, tu mets 3 crabes dans un seau, il y en a un qui veut sortir, les autres vont le tirer. Véridique. Pourquoi vous faites ça, les gars? C'est bizarre. Mais les humains sont pareils. Quand t'as un qui commence à sortir du truc ou autre, les autres n'aiment pas. Ils veulent le retirer, arrête tes conneries, reviens avec nous. Donc voilà, t'as intérêt à avoir les épaules solides et rester sur tes jambes vraiment. Et voilà, tu vois. Et il y a ça. Ça arrive à tout le monde, tout entrepreneur, hommes et femmes. Et en immobilier, tu as eu aussi justement des moments où là ça m'a fait descendre quoi. Non, parce que tu peux toujours refaire un autre projet derrière. L'immobilier, c'est pas difficile, c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui s'imbriquent, mais c'est à la portée de tout le monde, l'immobilier. Toi, souvent, on me dit, mais est-ce qu'il faut faire d'abord la résidence principale ou investir? Faites les deux, en fait. Tu fais les deux, tu investis dans ta résidence principale. Et achète une résidence principale où tu gagnes de l'argent, pas un truc où parce que tu as eu le coup de cœur, allez, je le prends même si je sais que si je le revends dans un an, je perds 30 000. Ah non, pourquoi tu fais ça? Tu fais une bonne affaire dans ta RP. Si tu la revends dans 6 mois, tu prends 50 000, 100 000 net et tu recommences. Et tu prends 100 000 euros de plus-value, ça change une vie pour quand tu démarres, tu vois, 100 000 euros. Voilà, depuis que du coup tu commences à avoir vraiment beaucoup de succès, il existe des gens qui ont des relations intéressées avec toi, qui veulent devenir ton ami peut-être, mais pas pour les bonnes raisons. Comment ça se passe? C'est très dur et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté ma chaîne MC sur les voitures. Ok. Parce que j'attirais beaucoup de personnes cool, mais aussi des gens qui étaient intéressés par ce que j'avais, plus parce que ce qui j'étais, tu vois. Donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'amis de longue date, comme Ludo que vous avez vu là, qui est un pote de collège. Donc lui je sais qu'il n'est pas là pour l'argent, tu vois. Il me connaissait avant, j'en avais pas. Tu vois. Mais après j'ai aussi des potes d'école d'ingé, bon copains à moi. Et j'ai aussi des nouveaux copains qui sont arrivés après, quand ils étaient déjà riches. Mais des fois tu peux te faire avoir aussi, tu vois. Les gens ils deviennent fous par rapport à l'argent. Faut pas laisser rentrer trop de monde trop facilement dans ton cercle. Donc voilà, et sinon un échec, tu vois par exemple, que j'ai eu il y a pas longtemps, c'était le Covid en fait. Dans le sens où moi à la base j'habitais à l'île Maurice. On rentre à Paris. On devait avoir un gros séminaire, 2000 personnes au Palais des Congrès Porte-Maillot, 2000 personnes. Sauf que 3 jours avant, confinement, Covid, machin, tout annulé. Ok, wow, c'est quoi ce truc? Bloqué en France. On n'a jamais pu rentrer à Maurice parce que Maurice a fermé les frontières de leur pays. On ne pouvait plus rentrer. Il fallait l'accord du Premier ministre pour soit venir en bateau ou par les airs. Et donc moi, on voulait rentrer chez nous. On a 20 salariés, on a notre maison, on a nos voitures à Maurice, tu vois. Et donc du coup, je commence même à voir, ok, on va rentrer à Dubaï avec un vol commercial et on va faire Dubaï-Maurice en jet privé, quoi. Même si ça coûte 20 000 €, balèque, à un moment, on veut rentrer chez nous, tu vois. Et on fait ça et tout, on fait le devis, tac, sauf que le Premier ministre, il a refusé. Celui qui a signé le truc, il a refusé qu'on atterrisse. Donc du coup, on est resté en France, jusqu'en juillet-août. Mais j'ai pris cher par rapport à ça. Par contre, là, c'est ça qui est bizarre. Au début, pendant le confinement, le premier, en fait, maintenant avec le recul, j'ai kiffé. Le premier mois confiné, on était en France, on avait loué une super maison avec ma femme et mes 2 enfants, mes 2 petits garçons, à Chantilly. Je sais pas si vous vous rappelez, pendant le confinement, il faisait beau, il faisait super beau. Mais un coup froid, cheminée, et un coup chaud, barbecue en avril, tu vois. Le monde entier avait accepté qu'on ne faisait rien. Fallait pas déranger les gens ou autre, c'était fermé. Et en fait, c'était mortel. Et j'ai pris 10 kilos pendant le confinement parce que... Mais en fait, avec le recul, c'est là où tu te dis, c'était trop bien. Mais comme quoi, toi, l'argent ne peut pas non plus tout acheter. Parce que là, toi, même si j'avais l'argent pour rentrer en avion, il aurait fallu que je connaisse le Premier ministre. Moi, ça ne m'intéresse pas la politique. Mais faut pas courir après l'argent toute ta vie, toi. En plus, c'est quand tu fais ça que l'argent, il va... C'est comme un lapin, tu lui cours après un poisson dans l'eau, tu lui cours après, tu vas jamais l'attraper. Par contre, les poissons sont curieux. C'est comme les gens, c'est comme l'argent. Tu fais du bruit avec tes mains. Et là, tu vois tous les poissons qui arrivent. Et tu n'as plus qu'à choisir, boum, vraiment. Et ben c'est pareil quand tu crées la valeur pour les gens. Et lui, il a besoin de ça, elle a besoin de ça. Tu vas l'aider à résoudre son problème. Ils vont te donner de l'argent en échange. Dans les 24 heures qui suivent votre visionnage de cette vidéo-là, cette interview, vous devez sortir dans la rue, vous allez voir 10 personnes différentes et vous leur dites, oui, vous êtes en train de faire une expérience sociale ou autre, une étude, pour ne pas passer pour un psychopathe, et vous demandez aux gens
est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre salaire mensuel? Et vous allez voir que vous n'allez pas vouloir le faire parce que on ne veut pas s'exposer, mais ce sera bon pour vous d'aller voir les gens, même s'ils vous rejettent. C'est pour vous créer cette peau d'éléphant un peu épaisse quand vous allez devoir appeler des prospects ou machin, ou vous allez prendre des refus encore et encore dans la vie d'entrepreneur, c'est tout à fait normal. Des refus et vous allez devenir meilleur et encore meilleur. Et mettez-le en commentaire si vous le faites, c'est intéressant de voir un petit peu ce que les gens ont répondu et comment vous êtes senti en commentaire, c'est cool. Comme d'habitude, un résumé détaillé est à votre disposition sur notre site internet. C'est vraiment un résumé qui résume tout ce que Cédric a dit dans l'interview, y compris les passages qu'on a coupés au montage. Comme on est toujours dans une démarche d'amélioration continue, n'hésitez pas également à nous indiquer par exemple des éventuelles choses qu'on pourrait améliorer pour rendre ce format toujours plus intéressant. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et si jamais vous avez quelque chose à écrire dans les commentaires, une remarque, une question que vous voulez nous poser, n'hésitez pas, on va vraiment essayer d'y répondre. Merci à tous. À bientôt.